Imagine, tu fais ton 9h-18h, mais tu gagnes des centaines de milliers d'euros par an. Ça paraît fou, eh bien c'est ce que lui, il a fait en ayant 3 jobs à la fois, en étant overemployed, c'est-à-dire suremployé, un terme américain qui désigne la tendance d'avoir plusieurs boulots sans le dire à tes employeurs. Et dans cette vidéo, il nous explique comment. Ça peut t'intéresser que tu aies envie de gagner beaucoup d'argent ou pas en faisant ce qu'il a fait, mais même si tu ne veux pas le faire, ça peut t'intéresser car ces techniques d'organisation et de gestion du temps sont incroyablement efficaces. Pour réussir à avoir 3 jobs à la fois et à le faire en un tiers du temps, c'est pas mal. Donc ne serait-ce que pour ça, écouter son point de vue et son guide pour gérer plusieurs jobs à la fois est intéressant. In 2020, while locked down and working remotely for a financial institution that rhymes with Terrell Lynch, I came across something that would change my life. A community of people working more than one full-time job. And this wasn't your usual case of moonlighting where you go from one job during the day and then at night go to a different job. This was working both simultaneously, and some people were taking even a step further, like this kid who had 11 jobs and was making 1.2 million a year. Now I know what you're thinking. 1,2 million par an. On va juste regarder le setup qu'il a là. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 écrans en même temps. Je sais pas à quel point c'est vrai, d'ailleurs il n'y a aucune preuve qui montre que cette personne avait vraiment 11 emplois, mais pour avoir été sur ces forums depuis quelques années et voir les histoires derrière, de ce qui se passe derrière, oui c'est possible d'avoir 2 voire 3 jobs, notamment ce qu'il va nous expliquer dans certains domaines spécifiques. Jobs and was making 1.2 million a year. Now I know what you're thinking. That's impossible. There are no jobs anymore. This won't work. Or even, this is unethical. But I did it successfully for the past 4 years, working 3 jobs, rarely ever working past 5 p.m., and discovering that the whole corporate system was aligned perfectly for this loophole. I'm about to show you how I pulled it off through my stealth system. For starters, we need to select the right job. Alors on va partir sur les 6 étapes de son système furtif. J'adore l'acronyme. 7 étapes, pardon, parce qu'il y a 7 lettres. Et petit plan en 7 étapes. Select the right job. Now I combed everything that I could find about overemployment, and what I found was these are the jobs that generally people have been overemployed while doing. As you can see, most of these lean towards tech, but that is not a requirement for the jobs. You want to find a company that fits these 3 criteria, the 3 B's. The first being that is bloated. It's big. The bigger, the better. While you can do this at FANG companies, I would rule those out. This is also why I avoid startups. Et juste petite note donc, il a dit qu'il éviterait les FANG et compagnie, c'est-à-dire les grandes multinationales en tech, Facebook, Apple, Meta, sûrement Microsoft aussi, bref, toutes ces grandes entreprises qui ont des énormes process, qui monitorent leurs employés et qui vont justement avoir des grandes exigences. Donc si t'es pas au taquet à fond tout le temps, tu risques de perdre ton travail après quelques mois, après quelques années. Donc il conseille d'autres choses, dont le travail gouvernemental, il va en parler. Il y conseille aussi d'éviter les startups. Les startups, absolument, c'est pour avoir beaucoup d'amis qui ont monté des startups ou qui ont travaillé dans des startups, tu travailles énormément. Le but c'est de faire grandir de 0 à 1 ou de 1 à N ton entreprise, ta startup, donc des concepts avec du market fit, etc., qui ont été popularisés par Oussama Ammar. Bref, on pourrait parler des startups. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Je mets un numéro de téléphone français à l'écran, c'est mon WhatsApp. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez, soit en commentaire de la vidéo sur YouTube ou même des questions liées à la carrière. N'hésitez pas, moi je suis Thomas, ingénieur, plus de 10 ans d'expérience et je serais ravi de vous aider. Je fais du coaching, tout ça, mais ça on s'en fout. Vraiment, les questions, posez-les-moi et si je peux vous répondre avec un petit vocal, avec grand plaisir. Bref, pour revenir à la vidéo, on est parti. Now, government work used to be the absolute holy grail. It doesn't get bigger than that, but I think as of recently, those days might be numbered. And at all the companies I've worked for, there was maybe one person my age, and they usually didn't last very long because they're boring. See, these jobs shouldn't be fun, because if they were, people would be flocking to them and applying frequently. You should be competing with people that need a job, not people who want to work this job. Petite note sur ça, donc il dit qu'il faut que la compagnie soit la plus grosse possible, il dit qu'il faut que le job soit boring parce que sinon il y aurait plein de gens qui postuleraient.
il y a une mécompréhension sur le monde du travail. C'est que si tu veux faire un truc qui te plaît, qui est plaisant, qui est fun, mais qui est fun pour tout le monde, eh ben ça sera pas bien payé. C'est-à-dire que les jobs où tu as le plus de récompenses personnelles à faire le travail, bah forcément c'est les moins bien payés parce que c'est ceux que tout le monde veut le faire. Alors qu'un job ennuyeux, difficile, moins de gens veulent le faire, et donc, théorie marché de l'emploi, le offre-demande, il y a moins de demandes, il y a le même nombre d'offres, et bah ça va être mieux payé, potentiellement, et bien entendu, dans ce cas-là, il veut dire qu'il y aura aussi moins de contrôle, vu qu'il y a moins de concurrence, tu peux potentiellement devenir meilleur que les autres, et une fois que tu es meilleur que les autres, que tu automatises tes process, tu peux être plus efficace. Because if they were, people would be flocking to them and applying frequently. You should be competing with people that need a job, not people who want to work this job. I found this little hack. If you are interviewing and you can sense that your boss is extremely busy, that is a huge green flag. See, an extremely busy boss will give you a few tasks on their plate to shore up some of their time. And if you can make their life a little bit easier, you can literally do very little more than that, and they will still champion you. Comprendre ce qui est attendu de toi, c'est primordial. Et je vois beaucoup de jeunes ingénieurs faire l'erreur de vouloir faire énormément ou de s'éparpiller. Si on t'embauche et qu'il y a 3 tâches qui sont principales et qu'il faut faire absolument, et que tu les fais en 2 jours de la semaine, en général, après, tu vas avoir une marge de manœuvre énorme pour faire tout ce que tu veux. Et je l'ai vu dans mes jobs, je vais te donner un exemple. Quand j'étais sur site, j'ai travaillé à Bouygues Construction Australie sur la construction d'un tunnel, projet gouvernemental énorme à 3 milliards. Il y avait des tâches de site engineer, la 3e année, qui étaient extrêmement chiantes. Clairement, c'était... en fait, on construisait un tunnel et tu mettais du béton armé sur des parois. Il fallait vérifier que ce soit suffisamment solide avant qu'on continue à excaver. Un truc d'ingénieur, mais en pratique, je veux dire à quel point c'était relou. C'est que j'allais au front de la phase, c'est-à-dire j'allais marcher 1, 2, 3 km dans un tunnel, plutôt 1 ou 2 km dans la boue. J'allais récupérer un bout de roche comme ça à peu près. Il fallait que je revienne, que je fasse des tests où on essaie de craquer le béton, voir si c'était suffisamment costaud par rapport à la pression à laquelle ça devait résister, cocher une case, et dire que c'était bon à l'équipe pour qu'il continue. Et ça, fallait le faire il y avait 3 avancées par jour, parce que ça prenait 8 heures à peu près. Il fallait faire 3 fois par jour avec des rotations, bref, on faisait du travail de nuit, de week-end, tout ça. C'était insupportable, aucune valeur ajoutée, tu perds une demi-heure, 40 minutes, parce que tu marches dans de la boue, c'est hyper long, bref, tu vas au front. Ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'une fois que tu avais fait ça et que tu avais fait d'autres choses où tu gérais bref, il y a plein d'autres choses à faire, mais une fois que tu les avais fait, sur un chiffre de 12 heures, il t'en restait 4 ou 5 où tu avais beaucoup moins de travail. Et tant que tu avais fait le principal, tu pouvais faire les projets supplémentaires que tu voulais, même si tu voulais faire tes taxes, j'en sais rien, tu peux le faire. Enfin bref, on te laisse la marge de manœuvre tant que ce qu'on te demande de faire est fait. Et ce qu'il a l'air de dire, lui, dans sa stratégie pour faire plusieurs boulots, c'est comprends exactement ce que tu dois faire, et moins on t'en demande, mieux c'est pour pouvoir avoir plusieurs jobs à la fois. Alors soit avoir plusieurs jobs à la fois, moi je dirais, si tu es dans un contexte classique, pour avoir un job que tu fais bien en la moitié du temps, et qu'ensuite tu va faire du networking en interne, tu vas apprendre des compétences, tu vas te former sur d'autres projets, tu vas faire des projets en plus pour évoluer, monter et faire des choses cool. You can make their life a little bit easier. You can literally do very little more than that, and they will still champion you. The third B is bureaucracy. Red tapes are not a red flag, they are a giant green flag. The more of them, the better. Target industries that have zero incentive to change. They're stuck in their ways. Think insurance, healthcare, banking, these industries where errors are so costly that they prioritize accuracy over speed in every dynamic. For a normal person, this is maddening. Just to get anything done, you need approval from everyone and their mother. But for us, this is absolutely perfect. This level of bureaucracy creates the perfect environment where one can blend in, do the bare minimum, and no one cares. And no matter what company you work for, remote is best. Now, that doesn't mean that it's a requirement. When I was working 2 jobs, one of them was a hybrid schedule and one of them was remote, and it is possible. It just adds to the stress level to a point where it might not be worth it. Ouais, ça ajoute au niveau du stress, mais c'est une dinguerie. Tu travailles en open space dans une entreprise,
t'inquiète que tu vas pas pouvoir faire ton deuxième job en même temps si tu as des meetings ou même si sur ton écran tu as autre chose que ce que tu fais dans ton entreprise et qu'on te pose des questions dessus, c'est chelou. Donc ouais, difficile quand même, le remote semble essentiel. De ce que j'ai pu lire, j'ai fait une vidéo sur un type qui avait fait des dizaines de jobs dans les startups comme ça en remote. Il venait une fois pour le premier jour et après il était toujours en distanciel avec des excuses. C'est pas possible. Après, c'est de la chance et que tu es dans une des rares entreprises où tu as ton propre bureau. Pourquoi pas? J'ai eu ça une fois dans ma carrière. On était à 2 dans le bureau et en plus j'avais mon ordinateur j'avais le mur derrière moi, donc personne ne pouvait voir mon ordinateur. C'est quand je travaillais à Total en Corée du Sud. Bon, c'est arrivé une fois, c'était sur un chantier et j'étais sur site 5 jours sur 5. Il n'y avait pas moyen. On travaillait tout le temps de toute façon. Donc, il a clairement raison sur une chose, c'est que si tu veux faire plusieurs boulots à la fois, il faut déjà que tu aies des boulots qui ne soient pas très prenants. That being said, I was able to negotiate many offers that were initially fully in office to hybrid and then remote by telling them that I work better remotely, but I'm willing to be trained and be in the office when I'm starting off. If you're a good employee, most of the time they will accept a flexible or fully remote arrangement. Now finally, this job... On va juste revenir sur une chose. La notion qu'on a dit avant, tant que tu remplis tes objectifs principaux, sur un job où on s'attend à ce que tu fasses le minimum et que tu ticks des box, on va te laisser tranquille derrière. Can't require too much of your time. Now that doesn't mean that it's easy, it just means that when you get better at the task, you'll be able to do it faster. And at a certain point, you'll be able to do it faster than anyone thought was possible. Et il y a un truc hyper important ici. Et c'est valable, quel que soit ton job. Si tu peux automatiser une partie de ce que tu fais pour être beaucoup plus efficace, tu peux juste évoluer plus vite. Exemple, j'ai travaillé pour le Lafarge australien, ça s'appelle Boral. C'est le concurrent de Lafarge, mais bref, tu comprends, énorme entreprise ici au CAC 40 australien. Quand je suis arrivé, mon boss m'a dit, on était dans tout ce qui était analytics, il m'a dit, Thomas, ton but, c'est de faire le boulot qu'on nous demande en 2 jours par mois, et tout le reste, on va travailler sur des missions ad hoc. Au départ, ça me prenait 2 semaines, et au fur et à mesure, on met des macros en place, on fait des automatisations, bref, on fait des process qui vont bien pour qu'à la fin, je mettais 2 jours et demi à le faire, ce qui m'a permis de prendre d'autres projets. Lui, on faisait des missions de consulting en interne, et sur ma dernière année, c'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs une promotion j'ai tout documenté, hein, tu pourrais voir mes vidéos avant sur comment devenir manager, où je suis devenu manager au niveau national, ce qui était Analytics et Insights. Comment? Parce que grâce au temps que j'avais dégagé, il y avait un projet que j'ai repéré et que j'ai poussé, qui a rapporté 1 million par mois pendant 12 mois. Et j'aurais jamais eu le temps de pousser ce projet si j'avais été sous la charge constante de faire du reporting, de faire mon boulot normal. Donc, ce qu'il dit là, lui, il s'en sert pour faire plusieurs jobs à la fois parce qu'il le peut et il le cache et il est à l'aise avec ça. Mais si c'est pas ton cas, tu as quand même quelque chose à retenir, c'est que si tu peux automatiser ce que tu fais, tu auras beaucoup plus de temps pour avoir d'autres opportunités et travailler sur des projets qui peuvent vraiment t'aider dans ta carrière. You have doesn't matter as much as the workload. And the T in stealth is to target your workload. If your current job takes up every single second of your time, you will never be able to get a second job. And if you do, you will burn out extremely quickly. So all it takes is 3 simple steps. First, to hollow out your responsibilities. You were hired to do something specific, and then over time you add more and more and more tasks. We need to dial it back to that beginning core. The key is doing exactly what we were hired for and nothing more. If you're not sure what your core responsibilities are, ask. At my first job, I went to my boss with a piece of paper and told her to write out exactly what I was supposed to be doing to drive the most value to the business. She thought it was great because I was showing initiative. But then I took that list, and whenever someone asked me to do something, I would show it to them and the middle finger when I said no. And that's exactly... Sneaky bastard. Le filou. Ça, c'est une stratégie machiavélique. Tu vas voir ta boss, tu dis vas-y, donne-moi toute ma liste de responsabilités, et dès que quelqu'un vient te demander de faire autre chose, non, c'est pas ce que j'ai à faire. Bon, après, il va nous donner une astuce hyper solide. Et je sais qu'il va donner une astuce parce que j'ai déjà vu la vidéo.
D'ailleurs, pour info, hein, si c'est la première fois que tu regardes, je coupe les vidéos originelles. Donc j'ai eu l'accord de cette personne, le lien de sa vidéo originale sera en description. N'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu à lui aussi, un commentaire pour dire que vous venez de ma chaîne et que c'est cool d'avoir partagé. Et je prends uniquement la moitié de la vidéo au max, les meilleurs passages avec un sous-titre amélioré. Bref, c'est pas des sous-titres normaux, c'est des sous-titres améliorés par une IA que j'ai fait. Le but c'est que ça soit le plus confortable pour vous et que vous ayez le plus de valeur possible, enfin que ce soit le plus distrayant possible en regardant cette vidéo. Alors, j'espère que t'as un thé, un café, bref, toi c'est mon café de l'après-midi. Step 2 is saying no often. If people come to you with tasks outside of that key list, tell them no politely. Maybe not with a middle finger, but a little hack there is tell them no and recommend them to who can help them. Now you will still be seen as helpful when you are doing this, even though you actually do nothing. And the beautiful part is, the next time that person will have a problem, they will go straight to the person that you recommended, cutting yourself out of the picture. And my absolute favorite way of saying no is simply saying that you don't have the bandwidth. I don't really know why that works so well, but I've never had anyone push back when I say something like that. Now, step 3 is to... C'est tellement vrai. Alors, deux choses ici. C'est tellement vrai l'astuce de I don't have the bandwidth, je n'ai pas la bande passante. Ça marche. C'est une dinguerie. C'est désagréable quand on le fait d'ailleurs. J'ai un analyste qui me l'a fait récemment. Là, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un job. Bref, je suis ingénieur dans une agence gouvernementale australienne. Et non, il y avait un truc que je voulais vous dire qui est important d'un point de vue carrière. Oui, c'est dire non souvent. Ça, c'est extrêmement sous-coté. Voilà. Dire non aux enfants, c'est très sous-coté. Et exemple anecdote. Je viens de le faire il y a moins d'une semaine. Pour des raisons valides, hein, pas parce que j'ai un deuxième boulot, j'en ai pas, je fais que travailler, j'ai beaucoup de boulot d'ailleurs en ce moment. Mais une directrice d'une autre équipe vient me voir, pose des questions, parce qu'on est dans l'équipe data, on va donner des informations et des insights, donc des analyses, à toute équipe qui le souhaite. Elle me pose des questions et je lui dis, bon, voilà, je fais état de l'art et je dis, bon, ta question elle est bien, ce que tu pensais pouvoir utiliser, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas la solution A, c'est la solution B. La solution B, regarde ce qu'il y a dedans et dis-moi ce que tu en penses. On fait une deuxième réunion où je lui dis pour qu'elle me dise ce qu'elle en a pensé. Elle n'a pas regardé le fichier, on le regarde ensemble, classique, il n'y a pas de souci, ça fait partie du job. Et là elle me dit, ah ouais, alors on pourrait faire telle modification du site interne qui sert pour faire ce genre d'analyse. Là je lui ai gentiment dit que c'était pas ma responsabilité, absolument pas avec un middle finger, avec un doigt d'honneur, jamais. Et j'ai même pas dit que c'était pas de ma responsabilité, j'ai plutôt dit d'ailleurs, en formulation c'est plus smart, c'est plus intelligent, que c'était dans le scope, dans le périmètre d'une autre équipe, mais que je suis ravi de la mettre en contact avec eux, que je veux bien leur poser quelques questions si elle a des questions de clarification, mais qu'ensuite s'il y a des travaux à faire, si elle veut avoir un dashboard plus personnalisé, ce sera avec eux qu'il faudra voir. Parce que c'était le cas, contrairement à lui où il veut juste avoir le moins de job possible, mais bref, il faut protéger ton temps. Je vois beaucoup de juniors qui font cette erreur, qui disent oui à tout. C'est très très bien de dire oui à beaucoup de choses quand tu commences pour te former. Mais vise les personnes à qui tu dis oui, c'est de travailler avec des bonnes personnes. Et si tu vois des pervers narcissiques ou des manipulateurs au-dessus de toi, t'es pas obligé d'aller bosser avec eux. Enfin, dis pas oui à tout. Et protège quand même ton temps pour que tu dises oui à des choses que tu puisses faire et que tu y arrives au bout du bout. Low. So you'd be surprised at how little people want from you, and you need to find exactly what that edge is. See, whenever someone asks you to do a task, first off, ask them for a deadline. When do they actually need it by? Because most of the time we assume it is needed urgently, can be pushed off much further than expected. And also, if you know in your head that a task will take 2 hours, if you're asked to give an estimate, say it will take a couple days, because you have a lot of things on your plate or your bandwidth issues, whatever. You'd be shocked how much extra time and leeway people give you, particularly if they like you. But the secret is, not everyone needs to like you. At every job, there are 3 key people, and that is the E of stealth. Establish key relationships. Now, the first person is your official boss. This is the person that you report to, and they are the ones who are writing your performance reviews. Obviously, it is critical that they like you, but most of the time, they don't really know what's going on in your day-to-day. And honestly, they don't really care
as long as nobody's complaining. And even if they are, haven't you noticed that the boss's favorite employee seems to be able to get away with more? And it's pretty easy to get them to like you. What I did was, with every one of my direct bosses, I would set up a bi-weekly one-on-one. And most of the time, we wouldn't even talk about work. It was 15 to 30 minutes, depending how much time they had, and I would come with 2 to 3 talking points. These would be related to interests that they've had or things that they've brought up in the past that I am referencing again. Now, generally, one-on-ones are a huge waste of time and should be avoided like the plague, but with your bosses, they're critical. Let them talk about themselves, laugh easily. The deeper your relationship you can have with them, the more they will champion you when you're not in the room. Now, the second... Ouais, absolument, et ça c'est valable pour tout le monde. C'est valable quand tu as une carrière normale en tant qu'ingénieur ou même dans le monde professionnel. Il est souvent plus important que ton boss t'aime bien plutôt que tu fasses du bon travail. Et c'est critique parce que les évaluations de performance sont un sujet dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je la mettrai peut-être à la fin de celle-ci, mais on s'en fout un peu. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est moyen sur les évaluations de performance peut monter si son boss l'aime bien. Après, il y a des systèmes comme tout ce qui est conseil, où c'est différent, les évaluations de performance sont prises beaucoup plus au sérieux et tu en as très très régulièrement. Et on se sert de ça comme base, et dans ce cas-là, le fait qu'ils t'aiment bien, ils te mettent une bonne note. Ou faire un travail minimal, mais bref. Pour le dire en termes mathématiques, le bon travail est une condition nécessaire mais non suffisante. Et être aimé par son boss, ça peut être suffisant. Et c'est nécessaire aussi. Donc bref, il faut vraiment le faire. Donc c'est une stratégie très maligne que je recommande quoi qu'il arrive dans toute carrière. C'est pour ça que je trouve cette vidéo intéressante. Encore une fois, il y a des astuces qui s'appliquent à n'importe quelle personne, n'importe quel professionnel. Person is your boss. And this is the person that you spend the most time with on the job. This is a person you are side to side with in the trenches, and usually they are the SME, or the subject matter expert. They are usually those fountain of wisdom type people who have been there forever. They know how everything works, and because of that, you're going to need to pester them pretty often. So you need to make sure that you are not an annoyance. And third, the squeaky wheel. Every team has that one person that nobody likes working with. They complain constantly, they create extra work, and generally are a nuisance. And if you can befriend them, people will thank you and be shocked at how well you get along with them. At one of my jobs, I literally did nothing else besides greasing the squeaky wheel. See, he was a superstar developer. I befriended him and told him, instead of him raising his concerns to the team, which he would do frequently through Slack channels, putting people on blast, I had him go through me first. And then I was able to diffuse the situation or change his language in a way that people would actually help him because they thought they were helping me. And generally, when it comes to befriending these 3 people, it's pretty easy. Ask questions, find common ground, laugh frequently, say their name often, and tell them that they're appreciated. Ah, ça me rappelle le livre Comment se faire des amis, How to Make Friends en anglais, qui est un bon livre de relations personnelles quand tu sais pas trop comment t'y prendre, mais qui a des bases qui te donne des bases pour notamment faire des liens avec des gens même que tu n'apprécies pas forcément. Et le monde professionnel, pardon, je vais le refaire. Dans le monde professionnel, tu n'as pas à te lier d'amitié avec tout le monde. Si tu as des amis, tant mieux. Mais tu peux avoir des gens avec qui tu vas travailler que tu n'apprécies pas. Et un bon professionnel, c'est quelqu'un qui sait travailler avec ces personnes-là. Ou bien qui part et qui va se mettre dans d'autres environnements aussi, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut que tu travailles avec des gens que tu n'apprécies pas. Je l'ai déjà fait, aussi bien en études que dans le travail. Je me souviens dans mes études, les anecdotes sont appréciées en général. Donc, anecdote, j'ai travaillé avec un mec avec qui c'est même pas qu'on s'appréciait pas, c'est qu'on avait une très forte antipathie l'un envers l'autre. On a fait un projet d'études ensemble, malheureusement, puisqu'on était forcés d'être mis ensemble. On devait faire à l'époque un résolveur de Sudoku automatique. Et on n'a jamais fait un projet qui était aussi efficace que celui-là. Puisque toutes nos discussions étaient centrées uniquement sur le travail. C'était bonjour, bonjour. Bon, on a ça à faire. 2 ingénieurs qui parlent, liste des tâches, on se décompose. T'es OK avec faire ça? Oui, non, boum. Et on s'est arrangé pour avoir le moins de travail en commun à faire. Et uniquement, on a fait
On a dû se parler 4 ou 5 fois au total sur un projet d'études et on a réussi à le faire. Donc, être professionnel, c'est apprendre à travailler avec des gens que tu n'apprécies pas. Bien sûr, le but c'est de travailler avec eux le moins possible, mais ça fait partie du jeu. I had a coworker literally cry at the end of a meeting once. She was a squeaky wheel, she was being overworked and felt like nobody was doing anything to help her. So after the meeting, I sent her a message, something like, "Tough meeting. I know you don't hear this enough, but what you do for the company and all of us is appreciated. It doesn't go unnoticed." Something like that. Sometimes all people want is just to be noticed. And for everyone else outside of those core 3 to 4 people, keep it largely transactional. You're not here to make friends, you're here to make money. Also, a little hack is to make spreadsheets of people's lives, particularly if you're working 2 or more jobs. Keeping track of the different people and what their hobbies are, what vacations they went on is near impossible. So if you keep a spreadsheet with different people in the lines and then bring them up in the future by asking follow-up questions, people will be shocked that you remembered and it really shows that you care. But building relationships... Ça marche énormément, j'avais un dentiste qui faisait ça. Alors, tu me dis, mais pourquoi est-ce qu'on parle de dentiste dans une vidéo sur le travail ? Je suis d'accord, le but c'est de faire des analyses du monde du travail, tout ça, yadi yada comme il dit. Mais si un dentiste faisait ça et que ça m'a marqué, dans le travail c'est très efficace aussi. Is only half of the battle. Once you've secured your position socially, you need to make sure that you can actually do your work and keep up. That leads us to A, amplifying our focus. Now, an average 9-to-5 worker really only works for about 2, maybe 3 hours a day. And I mean pure, undivided attention focused on the task at hand and not doing pseudo work like meetings, email, Slack messaging, things like that. So your advantage will be carving out dedicated time every single day to complete your tasks ahead of time. Scheduling is your best friend. Every morning, I would go through to-do lists associated with each job, prioritize them, and then find time on my schedule that was free where I could just have head down work for 2, maybe 3 hours. Then when the time would come, I would put my phone away, remove all distractions, and hyper-focus on those specific tasks, managing all of them. Though maximizing our productivity is only valuable if we can keep our multiple roles hidden. L, limit your visibility. Et avant qu'on aille sur le L, sur limiter sa visibilité, ouais, la planification et la protection de son calendrier est nécessaire et primordiale. Et ça, quel que soit le job que tu as. Exemple concret, je me bloque des... C'était le patron de LinkedIn, c'était pas Reid Hoffman, bref, c'était le patron de LinkedIn qui l'avait mis à l'époque, qui a fait un post sur « Faites-vous des plages de travail avec aucun ordre du jour ». Et tu prends 2-3 heures par jour où tu te bloques, c'est une réunion pour toi-même, seul, où tu peux avancer et juste faire du travail en deep flow, en deep work. Et quand tu as beaucoup de travail, c'est critique. Et il y a un truc que je déteste plus que tout au travail, c'est quand tu me mets des réunions, une réunion, 1 heure de trou, une réunion, une demi-heure, une réunion, une demi-heure, une réunion, et tu n'as rien le temps de faire au milieu. Donc mets-toi dans ton calendrier des blocs de 2-3 heures, protège-les, afin que tu puisses vraiment délivrer du travail et faire ce qu'on attend de toi, et même si tu veux faire autre chose potentiellement, mais au moins déjà commencer par le faire. Et une dernière anecdote là-dessus, ça c'était une manager chez BCG, donc un grand groupe de conseil en France qui m'avait donné cette astuce, qui lui avait été donnée par son boss lorsqu'elle voulait avoir sa promotion. Elle lui avait demandé « mais qu'est-ce qui me manque pour que je puisse avoir ma promotion ? Je fais tout super bien, tout le monde est super content. » Elle lui avait dit « écoute, le problème c'est que tu fais tout dans les temps. » Je lui ai dit « mais je fais tout dans les temps, bah c'est pas un problème. » Il dit « si, si tu veux devenir manager, si dans 1 an tu arrives à faire tout ce que tu fais mais d'avoir tout fini le jeudi soir et n'avoir rien le vendredi, ben, tu auras le niveau pour être manager, parce que quand tu vas être manager, tu auras tout ce que tu fais maintenant et en plus d'autres responsabilités. Et bien sûr, c'est pas parfait, tu as toujours un meeting qui arrive par-ci par-là le vendredi, mais dans l'idée, c'est le principe. Et elle l'a fait, elle a eu sa promotion et elle a dit que c'était l'un des meilleurs conseils qu'elle avait reçus. Donc, hyper important pour notre carrière. Remember the first rule of Fight Club? The same thing applies here. The urge to brag will be really strong. Don't. But Wilson, you're sitting here bragging, hypocrite. You're right. But I'm not in the game anymore. I followed my action plan and got out
so now I can speak about it and maybe help others follow suit. But while you're overemployed, deactivate your LinkedIn, try not to post on social media. If you do, make sure it is under a very different name. Honestly, it works much more easily if you are completely dark online. The more anonymous, the better. Have your excuses ready for emergencies. I literally had a spreadsheet of which ones I'd used across the different jobs. You need to be pretty quick-witted, but one time slipping up and using an excuse can ruin the entire experience, and people will then become suspicious. People default to truth, but once they've been flipped, it's hard to get them to start believing you again. And critically important. Alors si vous voulez une astuce qui marche tout le temps, quelle que soit votre situation, c'est j'ai des problèmes de réseau, internet fonctionne mal chez moi en ce moment. Pour ça, il faut être en remote, il faut être en distanciel, mais quelle que soit la vérité, ça marche très très bien. Une autre excuse que tu peux utiliser si tu dois aller faire des entretiens par exemple avec une autre entreprise, que tu cherches à changer de job ou en avoir un autre peut-être, c'est j'ai un rendez-vous chez le médecin. Classique, en général les gens ne vont pas aller chercher plus loin et tu peux mettre tes rendez-vous comme ça sur ta pause midi par exemple. When it comes to limiting your visibility is within the company itself. You want to tell your boss that you're going to stay an individual contributor. Even if you've been a manager in the past, just tell them that it wasn't for you. And particularly if we're doing the bare minimum, towing the line perfectly, we shouldn't be getting promotion. So the T in STEL stands for time management. This probably is pretty obvious, but there are a couple hot tips. The basics are the summation of your work is in the systems that you create. And particularly if you do a task over and over again, make it a checklist. It sounds stupid, but it works exceptionally well. And I don't think this needs to be said, but I'm gonna say it anyway. You finish your work, don't ask for more work. And also make sure that you're not finishing it super ahead of time so that more work would be placed upon you. See, when you have less time, you waste less time and you are more efficient. C'est un grand classique en entreprise. La personne la plus occupée est celle qui va avoir le plus de projets qui lui sont donnés. Parce qu'on sait qu'elle les finit quoi qu'il arrive. Et donc tu te retrouves avec des SMI, des Subject Matter Experts, des personnes experts dans leur domaine, qui vont prendre un projet, 2 projets, 3 projets, et qui peuvent râler autant qu'elles veulent. J'en ai connu. Les gens qui râlent, oh j'ai trop de boulot, pourquoi tout le monde me demande. Mais au bout du bout, ils font toujours ce qu'on leur demande, toujours dans les délais, quitte à travailler tard le week-end, et le soir et les week-ends. Bon bah, à un moment donné, si t'as un boss qui t'en donne, et à chaque fois tu délivres tout, bah il se dit que t'en as pas assez. Puisque par définition, si t'arrives à tout faire, c'est que t'as le temps de le faire. Et certains patrons et certaines équipes s'en foutent de ta vie privée, ils s'en foutent si t'es en train de te tuer au travail et de faire un burn-out. Malheureusement, et c'est horrible, et je suis désolé. J'aime l'humain et je pense que, un truc contre lequel je pense qu'on se bat, c'est tu veux être mieux traité dans une entreprise. Enfin, clairement. Et être considéré comme des numéros qu'on peut changer comme ça, être dans une société presque de consommation de l'employé où on va te jeter, c'est horrible, c'est tellement frustrant. Bref, je vais pas râler là-dessus, mais tout ça, ça m'embête. Et c'est pour ça que ce genre de vidéo est importante à comprendre, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse avoir. Je me suis déjà fait avoir dans le passé, et j'ai pas envie que tu te fasses avoir. Donc je trouve ça bien d'éveiller les consciences, de donner des bonnes pratiques qui te permettent d'avoir une vie plus agréable, qui te permettent de concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Oui, ici c'est dans un cas extrême bien sûr, mais c'est intéressant les cas extrêmes parce que tu apprends mieux des cas extrêmes. And speaking of efficiency, the final H is to harvest your benefits. And this is about making it all worthwhile. And for the love of don't increase your spending when your income increases. I have seen a handful of people get a second or third job only to end up in a worse financial state than when they started. So just be aware and make sure that you are prioritizing saving and investing first, and then just spend intelligently. And remember, you can't be overemployed forever. You will burn out, you will get caught, and it is not a long-term strategy. So that being said, make sure that you have an exit plan. See, when I started, I told myself I would do it for 4 years, bank and invest the second and third salary, and then when the time came, scale back and start making YouTube videos. Il y avait un plan, il l'a suivi, il est arrivé au bout. Impressionnant, grand respect, et
Sa chaîne est en description, si tu veux voir plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, et j'en ai une autre sur le monde du travail qui t'explique comment ça se passe, qui est à l'écran. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et ce sera avec grand plaisir que je te revois très vite. A plus!